le cessez-le-feu tient encore, mais à peine. En date du 2 mai 2026, la marine américaine a repoussé 45 navires qui tentaient de franchir le blocus d'Ormuz. La plus récente proposition de paix de l'Iran, en 14 points, a été rejetée par la Maison-Blanche. Et maintenant, un haut commandant militaire iranien a déclaré publiquement qu'une nouvelle guerre avec les États-Unis n'était pas seulement possible, elle était probable. Pendant que les diplomates discutent, l'armée iranienne fait discrètement tout autre chose. La question est la suivante. Que sont-ils exactement en train de construire ? Nous sommes le 2 mai 2026, la marine des États-Unis est postée à l'entrée du détroit d'Ormuz et elle ne bouge pas. Navire après navire s'est approché de la ligne de blocus, navire après navire a été refoulé, 45 navires au total, sans exception, sans négociation à la ligne d'eau, seulement une application constante et professionnelle de la volonté militaire américaine, jour après jour, sans interruption. À l'intérieur de l'Iran, la pression commence à se voir. L'Iran avait passé des jours à préparer une proposition de paix, 14 points, transmise par le Pakistan comme canal indirect. Les diplomates iraniens croyaient que c'était suffisant pour ramener les Américains à la table. Ce ne l'était pas. La Maison-Blanche a examiné cette proposition et l'a rejetée sans hésitation. La réponse du côté américain a été directe. La proposition était inacceptable et de nouvelles actions militaires étaient envisagées si aucun accord réel n'était conclu rapidement. Ce rejet a envoyé une onde de choc à Téhéran. Mais voici ce qui rend ce moment si difficile pour l'Iran. Le pays n'a pas un seul dirigeant qui prend les décisions en ce moment. Il a 3 centres de pouvoir concurrents, tous tirant dans des directions différentes, tous essayant de survivre à ce qui se passe. Le premier groupe est le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI. Ce sont les tenants de la ligne dure en Iran. Ils contrôlent les missiles, l'armée et les forces mandataires déployées dans la région. Ce sont les voix les plus fortes à l'intérieur de l'Iran en ce moment et elles poussent la ligne la plus agressive. Le deuxième groupe est l'establishment religieux. L'homme qui devrait devenir le prochain guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, serait blessé et incapable d'apparaître en public. Cela laisse un vide dangereux au sommet de la chaîne de commandement religieuse, exactement au moment où un leadership fort et unifié est le plus nécessaire. Le troisième groupe est la classe politique, le ministre des Affaires étrangères, le président et divers responsables civils qui tentent de trouver une sortie négociée à cette crise. Ils veulent une entente. Ils savent ce qu'un conflit prolongé pourrait coûter à l'Iran. Mais ils sont coincés entre deux pressions. Le CGRI, qui les pousse vers la confrontation, et le blocus américain, qui étrangle l'économie de l'extérieur. Ces 3 groupes ne travaillent pas ensemble. Ils sont en compétition. Et cette compétition crée la confusion à laquelle la Maison-Blanche faisait référence lorsqu'elle disait ne pas savoir qui étaient les véritables dirigeants de l'Iran. C'est dans ce chaos qu'est intervenu Mohammad Jafar Assadi, une figure de haut rang du commandement militaire central iranien. Il n'a pas parlé comme un diplomate, il a parlé comme un commandant qui se prépare au combat. Il a déclaré publiquement que l'armée iranienne croit qu'un nouveau conflit avec les États-Unis est probable. Il a dit que les actions américaines visaient à échapper à une situation créée par l'Amérique elle-même. Cette déclaration a fait sourciller à l'international parce qu'elle ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Le blocus américain ne recule pas. Les forces américaines dans la région comptent plus de 50 000 personnes. Les groupes aéronavals restent positionnés et prêts. Si les États-Unis tentaient de sortir de cette situation, ils le montreraient d'une façon très inhabituelle. Ce que les mots d'Assadi révèlent réellement est plus important. Les commandants les plus puissants du CGRI n'ont pas peur d'un autre cycle de combat. Pour eux, le conflit est un terrain connu. Et à un moment où la structure politique de l'Iran se fracture de l'intérieur, certains au sein de cette direction militaire peuvent voir une nouvelle guerre, non pas comme un désastre à éviter, mais comme une occasion de prendre le contrôle. Les médias d'État iraniens, en particulier l'agence Fars News, alignée sur le CGRI,
publie et amplifie ses déclarations en continu. C'est pas aléatoire. C'est un effort coordonné de la faction militaire pour dominer le récit à l'intérieur de l'Iran et au-delà de ses frontières. Le cessez-le-feu, vu par l'armée iranienne, n'est pas une route vers la paix. C'est une fenêtre, une période de temps à utiliser intelligemment avant le prochain mouvement. Et ce prochain mouvement, quel qu'il soit, n'est pas décidé par les diplomates, il est décidé par les hommes qui ont les missiles, pendant que les diplomates débattent des propositions et que les commandants lancent des menaces devant les caméras, autre chose se passe dans l'ombre. Quelque chose de plus discret. Quelque chose de plus dangereux. L'Iran utilise ce cessez-le-feu pour se reconstruire, non pas à la table des négociations, non pas par des canaux indirects à Islamabad, mais au fond de bunkers de montagne, d'usines converties et de sites de stockage cachés, dispersés sur le territoire iranien, des endroits que les satellites ont du mal à voir et que les bombes n'ont pas encore atteints. Le blocus a coupé les revenus pétroliers de l'Iran. Les frappes ont détruit une partie importante de ces installations de production. En surface, cela ressemble à un régime qui manque d'options. Mais le CGRI ne pense pas comme un gouvernement. Il pense comme une organisation qui a survécu à des décennies de sanctions, d'isolement et de pression. Et les organisations comme celle-là ne restent pas immobiles pendant une pause dans les combats, elles s'adaptent. La première priorité de l'armée iranienne en ce moment n'est pas de construire de nouvelles armes, elle ne le peut pas. La base industrielle qui produisait autrefois des drones Shahed et des missiles balistiques à grande échelle a été gravement endommagée. Des usines ont été frappées, les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Les matières premières sont plus difficiles à obtenir dans des conditions de blocus. Alors, au lieu de fabriquer, le CGRI a réorienté ses efforts vers quelque chose de plus intelligent. La récupération, la dissimulation et le repositionnement. Au plus profond des villes souterraines de missiles de l'Iran et des installations creusées dans les montagnes, pendant des décennies, des équipes militaires travaillent jour et nuit. Ces installations avaient été conçues précisément pour survivre à ce type de conflit. Elles dégagent des missiles, des munitions et des lanceurs qui avaient été prépositionnés avant le début des frappes. Elles évaluent ce qui a survécu. Elles déplacent ce qui peut être déplacé et elles cachent ce qui ne peut pas encore l'être dans des endroits qui rendent leur ciblage depuis les airs aussi difficiles que possible. Les emplacements choisis sont délibérés et calculés. Les montagnes offrent une protection naturelle, mais le CGRI déplacerait aussi des armes vers des zones où les frappés entraînent un coût élevé, près d'infrastructures civiles, près de zones habitées, dans des endroits où une frappe de précision devient une décision beaucoup plus compliquée. Ce n'est pas un accident. C'est une doctrine. C'est ainsi que le CGRI fonctionne depuis des années et c'est ainsi qu'il entend combattre si le conflit reprend. La deuxième priorité est le renseignement, plus précisément le renseignement de ciblage. L'Iran a perdu une partie importante de sa capacité à frapper avec précision les actifs militaires américains lorsque les premières frappes ont dégradé ses réseaux radars et ses structures de commandement. Ce dont il a besoin maintenant, ce sont des données mises à jour, des coordonnées précises, des schémas de déplacement et un suivi en temps réel des actifs navals et aériens américains dans la région. Des rapports indiquent que la Chine demeure un partenaire clé pour combler cette lacune en fournissant des images satellites et du renseignement électronique par des canaux indirects que le blocus ne peut pas intercepter physiquement. Le satellite TE-01B, exploité par l'entremise de Pékin avec un accès du CGRI, a déjà été identifié comme une source de données de ciblage à haute résolution. Cette relation n'a pas pris fin, elle est simplement devenue plus importante. La troisième priorité est l'adaptation. Les commandants du CGRI ont observé attentivement le premier cycle de ce conflit. Ils ont vu quels systèmes ont fonctionné, lesquels ont échoué et où les défenses américaines ont montré des signes de tension. Les tactiques d'essaim utilisant des bateaux d'attaque rapides ont presque submergé les défenses Aegis pendant l'engagement de l'USS Reagan. De grandes salves de missiles antinavires ont forcé les destroyers américains à consommer leur stock d'intercepteurs à un rythme qui ne peut pas être soutenu indéfiniment.
Ces leçons sont étudiées, raffinées et intégrées à ce que sera le prochain plan d'action. Ce que l'Iran assemble en coulisses n'est pas une armée reconstruite, pas encore. Ce qu'il assemble, c'est une stratégie de survie, assez de capacité pour rendre un deuxième cycle de conflit suffisamment coûteux pour que les États-Unis préfèrent une entente à une autre guerre. Ce calcul peut être erroné. Les forces américaines dans la région sont plus nombreuses, mieux approvisionnées et plus capables que ce que l'armée iranienne dégradée peut actuellement égaler. Le CGRI n'a pas besoin de gagner, il n'en a jamais eu besoin. Il doit seulement rendre la victoire assez coûteuse pour que l'autre camp reconsidère sa position. Et en ce moment, discrètement, méthodiquement et hors de vue, c'est exactement ce qu'il fait. Chaque armée dans le monde a une liste de souhaits. La liste de souhaits de l'Iran en ce moment n'est pas longue, elle n'est pas ambitieuse. Elle est brutalement pratique, construite autour d'une seule question. Si le cessez-le-feu se brise demain matin, qu'est-ce qui peut réellement être tiré, lancé et utilisé dans les 60 premières minutes? Cette question guide chaque décision que le CGRI prend en ce moment. Les frappes qui ont touché l'Iran pendant la phase initiale de ce conflit ont été dévastatrices par leur ampleur. Les évaluations suggèrent qu'environ 80% de la capacité active de missiles de l'Iran a été dégradée. Des installations de production ont été frappées, les infrastructures de lancement ont été détruites, les réseaux radars ont été mis hors service. Sur le papier, la puissance offensive de l'Iran paraît gravement affaiblie, mais le papier ne raconte pas toute l'histoire. Parce qu'elle est enfouie sous des centaines de pieds de roches solides, à l'intérieur de complexes souterrains renforcés que des ingénieurs ont passé des décennies à construire précisément pour survivre à ce type d'assaut, une partie significative de l'arsenal iranien est encore intacte. Certaines évaluations placent les stocks survivants plus près de la moitié des niveaux d'avant-conflit. Non pas parce que les frappes ont échoué, mais parce que l'Iran avait prépositionné une grande quantité d'armes dans ses installations de montagne avant le début des combats. Le CGRI avait prévu exactement ce scénario et cette planification porte maintenant ses fruits. Les armes que l'Iran sort de ses bunkers en ce moment se divisent en 3 catégories claires. La première catégorie est celle des missiles balistiques et ce sont ceux qui inquiètent le plus les planificateurs militaires américains. L'Iran priorise ses systèmes à carburant solide au-dessus de tout le reste. Les missiles à carburant solide ne demandent pas de longues périodes de préparation. Ils n'ont pas besoin d'équipes de ravitaillement exposées pendant de longues périodes avant le lancement. Ils peuvent être déplacés sur des lanceurs mobiles, cachés, repositionnés et tirés rapidement, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à détecter et à détruire avant qu'ils quittent le sol. Le Sagil, le Khaybar Shekan et la série Emad entrent dans cette catégorie. Ce ne sont pas des armes à courte portée. Elles combinent portée et charge utile d'une manière qui en fait une menace crédible pour les bases américaines et les actifs navals dans toute la région. La deuxième catégorie est celle des roquettes de précision à plus courte portée, en particulier la famille de missiles Fateh. Elles sont conçues pour la saturation de zone, plutôt que pour des frappes uniques contre des cibles de grande valeur. La logique est simple. Si l'Iran ne peut pas garantir qu'un seul missile atteigne précisément sa cible, il peut en lancer suffisamment sur une vaste zone pour submerger les systèmes défensifs qui tentent de les intercepter. La quantité devient la stratégie lorsque la qualité a été dégradée. Les destroyers américains transportent un nombre limité d'intercepteurs. Saturer la zone, c'est ainsi que le CGRI entend les épuiser. La troisième catégorie est celle des armes anti-navires. Et c'est ici que la position géographique de l'Iran lui donne un avantage naturel qu'il n'a pas perdu. Le détroit d'Ormuz est étroit. Les navires qui le traversent suivent des trajectoires prévisibles. Les missiles balistiques anti-navires et les missiles de croisière, y compris des systèmes comme le Khalish Fars et le Nour, sont repositionnés le long du littoral, sur des îles et dans des sites de lancement côtiers aussi rapidement que le CGRI peut les déplacer. Ces armes ont été fortement ciblées pendant les premières frappes, mais suffisamment ont survécu et suffisamment sont déplacées vers de nouvelles positions pour que la menace contre la navigation commerciale et militaire n'ait pas disparu. À côté de tout cela se trouve le Shahed 136, le drone d'attaque à usage unique qui est devenu l'un des outils les plus fiables du CGRI. Ils sont peu coûteux. Ils sont lents.
Ils sont pas sophistiqués, mais ils sont produits en nombre énorme. Ils sont difficiles à suivre au radar à basse altitude. Lorsqu'ils sont lancés en grands SM, ils forcent les systèmes défensifs à engager cible après cible en succession rapide. L'Iran travaille à reconstituer ses stocks de Shahed aussi vite que ses lignes de production endommagées le permettent. L'image qui se dégage de tout cela n'est pas celle d'une armée brisée qui implore la clémence. C'est quelque chose de plus inconfortable, une force endommagée mais fonctionnelle, une force qui fait des choix intelligents sur ce qu'elle doit sauver, ce qu'elle doit cacher et ce qu'elle doit charger en premier. En attendant le moment où quelqu'un donnera l'ordre. Il existe un type particulier de silence juste avant le début d'une opération militaire, pas le silence de la paix, mais le silence de la préparation, des systèmes qu'on vérifie, des pilotes qui révisent leur route une dernière fois, des commandants assis les mains jointes en attendant une décision qui n'a pas encore été prise, mais qui pourrait l'être à tout moment. C'est ce silence qui plane actuellement au-dessus du détroit d'Ormuz. Et s'il se brise, l'armée des États-Unis ne partira pas de zéro. Elle partira d'une position qu'elle construit et renforce chaque jour depuis le début du cessez-le-feu. Plus de 50 000 militaires américains se trouvent actuellement dans la région. 3 groupes aéronavals restent positionnés et prêts. La 82e division aéroportée est déployée à portée. La flotte du blocus n'a pas diminué. Elle est devenue plus entraînée, plus coordonnée et plus capable de passer de l'application du blocus à des opérations de combat en quelques heures. L'infrastructure pour un deuxième cycle de frappe n'est pas en train d'être assemblée, elle est déjà assemblée, elle fonctionne déjà. Elle attend simplement l'approche cette fois-ci, selon des analystes militaires, serait différente de celle du premier cycle. La phase initiale de ce conflit a impliqué un grand nombre de cibles frappées sur une vaste zone en peu de temps. Une deuxième phase serait probablement plus étroite, plus chirurgicale, et construite autour d'un objectif principal avant tous les autres, trouver et détruire la capacité balistique survivante de l'Iran avant que ses missiles quittent le sol. C'est là que le Fin-2 Raptor entre en scène. Le 22 transporte l'un des systèmes radars aéroportés les plus puissants actuellement en service opérationnel. Il peut détecter et suivre des missiles balistiques pendant leur phase d'accélération, la fenêtre critique immédiatement après le lancement, lorsque le missile grimpe et qu'il est le plus vulnérable à l'interception. Dans un conflit où la principale menace restante de l'Iran est constituée de missiles balistiques tirés depuis des lanceurs mobiles cachés dans un terrain difficile, cette capacité de détection devient l'un des atouts les plus précieux de tout l'ordre de bataille américain. Le Fin-2 ne fait pas que combattre. Il voit plus tôt, plus loin et avec plus de précision que presque tout ce qui vole. À ses côtés travaillerait le F-6E-CJ, la variante Wild Weasel spécialement conçue pour une mission, la suppression des défenses aériennes ennemies. Son rôle est de trouver les systèmes radars iraniens et les sites de missiles solaires qui ont été réparés ou repositionnés pendant le cessez-le-feu et de les éliminer à l'aide de missiles anti-radiation à grande vitesse qui se guident sur les émissions radars elles-mêmes. Chaque radar iranien qui s'éteint crée un espace aérien plus sûr pour les appareils qui suivent. Ces appareils incluent le F-35 Lightning II, chargé de traquer les lanceurs mobiles de missiles à travers un territoire contesté, d'identifier les sites souterrains renforcés et de transmettre des données de ciblage précises à d'autres plateformes en temps réel. Puis vient le F-15 Strike Eagle, le cheval de bataille biplace des opérations de frappe de précision, qui reçoit ces données et livre les armes sur la cible avec un niveau de précision qui laisse peu de marge de survie. Derrière tout cela, le A-18G Growler brouillerait les communications et les réseaux radars iraniens avec des interférences électroniques, rendant plus difficile la coordination de la réponse du CGRI, plus difficile le verrouillage des systèmes de défense aérienne sur les avions américains et plus difficile le fonctionnement de la structure de commandement sous pression. Contre les essaims de drones Shahed de l'Iran,
les armes à micro-ondes de forte puissance, et les systèmes de défense rapprochés en couche seraient les principaux outils conçus pour neutraliser un grand nombre de menaces à faible coût, sans épuiser les stocks d'intercepteurs, qui doivent être préservés pour la défense antimissile, balistique. L'image qui se dégage n'est pas celle du chaos, c'est celle d'une précision écrasante, superposée et coordonnée. Chaque plateforme transmet de l'information à toutes les autres plateformes. Chaque faille dans les défenses iraniennes est identifiée et exploitée en séquence. L'Iran ripostera. Il lancera tout ce qu'il a sauvé. Il essaiera de submerger, de saturer, de pousser chaque système défensif à sa limite. Mais l'armée des États-Unis a aussi passé ce cessez-le-feu à se préparer. Le silence au-dessus d'Ormuz n'est pas vide, il se charge. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.